on voulait vous présenter les avancées technologiques et le cas des pilotes en difficulté d'audition et d'élocution, qui est un sujet plus nouveau, enfin disons, qui est arrivé plus récemment que le sujet des pilotes malvoyants ou des pilotes ayant un handicap moteur. Le projet Fans for All est porté par l'association Fans for All et il vise à définir et concevoir un dispositif technologique de suppléance qui permette la communication entre un pilote en difficulté d'élocution ou d'audition en anglais. Donc en anglais, on a un acronyme, on n'en a pas en français, donc on utilise l'acronyme anglais HSI qui résume une phrase un peu plus longue qui est personne ayant des difficultés d'audition ou d'élocution. Et donc, ce qu'on cherche à résoudre avec notre dispositif, c'est la communication entre un pilote HSI et un contrôleur aérien dans l'espace aérien d'un aérodrome à densité de trafic moyenne. On s'est mis un objectif raisonnable. Et on considère le cas d'un pilote seul à bord. L'ensemble du dispositif technologique est présenté sur la photo ci-dessous, photo qu'on a prise au Salon du Bourget 2025. Henri, pilote HSI, porte une veste qui vibre. Le contrôleur aérien est muni d'une tablette. Le pilote a également une tablette. Il a également un petit clavier à touche pour naviguer sur la tablette du pilote. Et bien sûr, au Bourget, on avait un projecteur pour permettre au public de suivre la progression du vol. Donc, la situation actuelle, les éléments à tester en vol à l'automne 2025. Il y a le dispositif porté par le pilote HSI à droite, qui est le passager de l'avion, et avec une veste qui vibre quand une information arrive sur la tablette. La tablette pour la communication entre le pilote et le contrôleur aérien, un clavier à touche simplifié qu'on peut utiliser même quand l'avion bouge ou qu'il y a des vibrations, avec des touches mécaniques pour naviguer sur la tablette. Actuellement, on utilise un réseau 4G, à terme, ça sera peut-être autre chose, pour communiquer avec le monde extérieur, avec le contrôleur. Et le contrôleur est muni d'une tablette pour la communication pilote-contrôle aérien, qui, dans les cas d'essais actuels, est exploité par un opérateur Fans for All qui joue le rôle du contrôleur. La diapositive représente donc un dessin qui montre les éléments à tester en vol à l'automne 2025. Dans l'avion, le pilote HSI en place droite est passager. Le scénario opérationnel et la situation actuelle, c'est une arrivée à l'aérodrome de Meaux-Esbly avec un atterrissage en piste 16 droite, 16R, et la communication associée prévue pour cette zone de contact pilote-contrôle aérien. La diapositive représente les cartes VAC d'approche et l'aérodrome de Meaux-Esbly. Sur chacune de ces cartes sont indiquées par des ronds bleus. Donc par des ronds bleus, les zones de contact. Les zones de contact désignent les obligations de communication entre le pilote HSI et le contrôleur aérien. Sur la carte VAC d'approche, on voit le contour de la RMZ, la Radio Mandatory Zone de Meaux-Esbly, et deux ronds bleus pour la zone de contact, la première qui s'appelle Bonjour, et la zone de contact initialisation. Ce sont des zones de contact qui portent le concept de premier contact dans la phraséologie vocale. Sur la carte VAC d'aérodrome de gauche, en bas, on voit 5 ronds bleus pour les zones de contact, la zone DVA16 pour début de vente arrière piste 16, FVA16 pour fin de vente arrière piste 16, FIN 16R pour finale piste 16 droite, PDG pour piste dégagée et PKG pour parking. Donc la situation actuelle, on va parler sur cette diapositive de la tablette pilote HSI configurée pour une arrivée à Meaux, piste 16 droite, toujours. À droite de la diapositive est représenté le modèle de l'écran carré de la tablette pilote. Cet écran propose, aligné en haut, 3 indicateurs visuels. 2 sont des rectangles, l'autre est une flèche entre les 2 rectangles. Dans les rectangles seront affichées les lettres et les chiffres en rapport avec les libellés des zones de contact qui ont été précédemment. Les rectangles et flèches répondent à un code de couleur qui restitue les modalités de la communication entre le pilote HSI et le contrôleur aérien. En bas, il y a un tableau avec 2 lignes, avec 3 cases par ligne. Une ligne pour le QNH, la pression atmosphérique au niveau de la mer.
la piste en service et le code transpondeur. Une ligne pour les paramètres du vent, direction, force et rafale. Puisqu'il s'agit d'un modèle, les rectangles et le tableau ne contiennent sur cette diapositive aucune information. Donc je continue dans la présentation. À droite de la diapositive sont représentés la carte vague de mots et l'écran carré en haut de la tablette pilote. Cet écran affiche désormais des informations. Comme exemple, nous prenons les informations que voit le pilote HSI lorsque son avion est en vente arrière, c'est-à-dire entre les zones de contact DVA 16, début de vente arrière 16, et FVA 16, fin de vente arrière 16. Diapositive suivante. Les informations affichées ont la signification suivante sur le croquis à droite. Le rectangle de gauche, marqué DVA 16 en haut, est vert. Cela signifie que l'avion a franchi la zone début de vente arrière 16, DVA 16. Le rectangle de droite, marqué FVA 16, fin de vente arrière 16, est rouge. Cela signifie que l'avion ne peut pas franchir la zone FVA 16 de fin de vente arrière 16. La flèche entre les deux rectangles est verte, cela signifie que l'avion peut aller jusqu'à la zone FVA 16, mais ne peut pas la franchir. Quand l'avion approchera de FVA 16, le pilote demandera au contrôleur aérien la clairance, l'autorisation pour aller vers fin de vente arrière 16. Pour lancer cette demande, le pilote sélectionnera le rectangle rouge FVA 16 qui passera à orange en attendant la clairance. Le processus se poursuit ainsi de zone de contact en zone de contact. Sur la configuration présentée ici, on voit aussi que le tableau du bas a été renseigné. Ligne de haut, on lit 1015, 16 et 4321, ce sont les paramètres reçus précédemment au premier contact. La ligne du bas est vierge, elle sera renseignée avec les paramètres du vent lorsque l'avion sera en finale 16R, et que le pilote demandera la clairance pour atterrir. Diapositive suivante. En haut de la diapositive, sur le croquis, est représenté l'écran rectangulaire de la tablette du contrôleur aérien. Cet écran propose, aligné en haut, 7 rectangles marqués aux 7 libellés des 7 zones de contact. Il marque la progression de l'avion du pilote HSI au gré des clairances délivrées. Pour la représentation donnée sur cette diapositive, tous les rectangles sont rouges. C'est ce qui se passe avant que le pilote HSI ne prenne contact. Aligné en dessous, 7 rectangles marqués aux 7 libellés des clairances délivrées par le contrôleur aérien au fur et à mesure que le vol progresse. En bas, une zone prévue pour le message reçu par le contrôleur aérien au premier contact. Immatriculation, aérodrome de départ, aérodrome de destination, estimé d'entrée dans l'espace contrôlé de l'avion qui arrive. Donc, situation actuelle, la tablette du contrôleur aérien configurée pour une arrivée en haut, piste 16 droite. En haut de la diapositive, on retrouve l'écran rectangulaire de la tablette du contrôleur aérien. Cet écran affiche désormais des informations. Comme exemple, nous prenons ce que voit le contrôleur aérien lorsque l'avion du pilote HSI est en vente arrière 16 entre les zones DVA 16, début de vente arrière 16, et FVA 16, fin de vente arrière 16. Toujours la tablette du contrôle aérien configurée pour une arrivée à Meaux. Les informations affichées ont la signification suivante sur le croquis du haut. Tout en haut, à ligne dédiée aux zones de contact, on voit que bonjour, init et DVA 16 sont verts, c'est normal, l'avion a déjà franchi ces zones de contact. En revanche, FVA 16, FIN 16R, PDG et parking sont rouges. Ce sont les zones de contact qui seront concernées dans la suite du vol. En dessous, il y a la ligne dédiée aux clairances. Bonjour, rappelez DVA 16, rappelez FVA 16 sont verts, c'est normal, l'avion a déjà franchi ces zones de contact. En revanche, rappeler finale 16R, autoriser atterrissage, rappeler PDG, rappeler parking et quitter sont rouges. Ce sont les zones de contact qui seront concernées dans la suite du vol. En bas, le message reçu par le contrôleur aérien au premier contact. FGDKJ, un DR400 avec 2 personnes à bord, départ Coulommiers, à destination de vos installations pour une intégration et un complet. Nous estimons l'entrée de la RMZ dans 2 minutes. Lorsque le pilote HSI signalera qu'elle est en fin de vente arrière 16, FVA 16 sera allumé orange et le contrôleur aérien activera rappeler finale 16R, couleur orange en attendant le collationnement. Ces deux informations passeront en vert après que le pilote HSI aura collationné. Voilà les exemples. Maintenant les perspectives. Ce que nous souhaitons chez Fans for All, c'est maintenir les partenariats qui nous ont portés jusqu'à présent, partenariat avec l'ENAC, Supaéro, les universités de Tarbes et de Rennes 2, les entreprises privées, Cosense AR, les aéroclubs, Aéroclub de France à Paris, les Sourds de France, Aéroclub des Sourds de France à Coulommiers, l'Aéroclub de Bigorre à Tarbes, l'Aéroclub Jean Doudiès à Castelnaudary, l'Aéroclub Air France de Toulouse, la Belge, et des institutions. Nous remercions particulièrement aujourd'hui la 3AF,
la DGAC et le HASA. Nous souhaitons également améliorer le prototype du Bourget 2025 et le faire voler pour amorcer le retour d'expérience opérationnelle, dialogue avec des pilotes sourds et entendants, des instructeurs, des contrôleurs aériens. Nous voulons poursuivre la phase exploratoire basée sur l'utilisation d'un casque à réalité augmentée qui intègre déjà des informations de navigation. Et nous voulons travailler avec la DGAC sur les questions d'aéromédecine appliquées à un pilote HSI seul à bord et sur l'intégration du dispositif dans une tour de contrôle. Les perspectives, également enrichir le dispositif avec des formulaires adaptés à la création des messages de type paramètres de l'aérodrome, identification du vol au premier contact, paramètres vent à l'atterrissage et au décollage. Il faudra aussi traiter le besoin de restitution des signaux sonores disponibles dans le cockpit, alarme décrochage par exemple. Il faudra également développer l'exploitation automatisée de la radio grâce à l'analyse audio par des algorithmes avancés, technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, LLM, pour 2 cas d'emploi très importants pour le pilote sourd, pour lesquels on aura besoin de cette reconnaissance vocale, l'exploitation de l'ATIS, le système automatisé d'information des pilotes, et l'écoute flottante de la fréquence du terrain, analyse de la position, des trajectoires et des intentions des autres avions, par l'analyse audio de ce qui se dit sur la radio, et la prise en compte des dangers ou consignes particulières signalés par les contrôleurs ou l'agent AFIS, etc., ou même les autres pilotes, au moyen de la radio qu'il faut arriver à restituer aux pilotes malentendants ou ayant des difficultés d'élocution. Voilà. Ça termine notre présentation. Ça a l'air très simple comme ça, ou même fastidieux, voire besogneux. L'aviation est comme ça. C'est par cette besogne et ces checklists et ces répétitions qu'on arrive à un niveau de sécurité. Dans notre cas, ça a démarré il y a plus de 10 ans pour arriver à un simple scénario de tour de piste sur l'aérodrome de Maurice-Esprit. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est le raffinement de 10 ans de réflexion, avec des interactions avec les médecins de l'aviation civile, avec les pilotes, avec les autorités, et beaucoup de travaux universitaires dans les domaines des sciences qui ne sont pas des sciences de l'ingénieur, mais des sciences, je dirais, molles. Et qui ont été, à mon avis, on a été tout à fait aidés par les rencontres qu'on a faites au début du projet avec l'Université de Rennes 2 en particulier, qui nous a permis de prendre les choses par le bon bout, c'est-à-dire d'avancer sur les aspects sociologiques et cognitifs et médicaux de nos problèmes. Et donc on arrive à être capable de proposer aux autorités des essais sur un scénario très simple, mais qui est bien formalisé. Merci Nestor. On va prendre des questions maintenant. Merci, Xavier Barra de Troisième. Une question, si j'ai bien compris votre système, il faut que le contrôleur ait une tablette. Comment vous faites pour partir de Coulommiers où il n'y a pas de contrôleur? Alors on part de Coulommiers avec les autorisations actuelles qui permettent aux pilotes sourds de partir de Coulommiers en voir et éviter sans avoir d'informations d'autres moyens de communication. Donc ça veut dire que sur les terrains non contrôlés, pour l'instant, vous ne pouvez pas y aller. C'est le but entier de notre... Là, vous venez de résumer en une phrase, en une question, la raison d'être de notre projet. Faire voler des pilotes sourds ou ayant des difficultés d'élocution dans des espaces aériens contrôlés. Et pourquoi? Parce que autrefois, dans les années 70, quand Henri a commencé à voler, il avait une dérogation médicale qui était très simple, qui disait ce pilote est un bon pilote, il a le droit de voler partout où l'usage de la radio n'est pas obligatoire. Alors à l'époque, il y avait beaucoup d'endroits, ne serait-ce qu'autour de Paris, des terrains non contrôlés autour de Paris où il n'y avait pas besoin de radio, par exemple Pithiviers, par exemple Dreux, par exemple Chartres, où on pouvait partir, ou même à l'époque Châtenay, où on partait sans radio. Et puis, l'augmentation du trafic, l'augmentation des exigences de sécurité, l'augmentation des zones habitées autour des aérodromes a fait que la DGAC a modifié les fiches d'approche de ces terrains en écrivant le terrain est non contrôlé, mais l'usage de la radio est obligatoire pour le temps d'information. Et donc, progressivement, cet espace où les pilotes sourds, notamment, n'ont plus voler est passé de quasiment... c'est éloigné des grandes villes jusqu'à leur rendre l'usage
projet de vol quasiment impossible. Donc votre projet, c'est bien de pouvoir leur permettre d'aller sur ces terrains non contrôlés. D'aller sur des terrains contrôlés ou non, mais surtout, et de voler, parce qu'il n'y a pas que les terrains, il y a aussi, si vous voulez faire un transit entre Paris et Bayonne, par exemple, pour un pilote sourd, il va devoir traverser des espaces aériens contrôlés, peut-être du PSD ou autre, où il aura besoin d'une clémence pour passer. Si vous voulez aller de Lyon à Montpellier, ou même transiter plus loin vers des terrains non contrôlés, le pilote sourd aura besoin de passer des espaces de classe D où il aura besoin d'une clémence. Donc, on a besoin d'un système qui permette aux pilotes ne pouvant pas communiquer à la radio de communiquer quand même avec un système. Alors je comprends bien, mais moi, le souci que je trouve, c'est que le sol doit avoir une tablette, si j'ai bien compris. Le problème du sol est au moins aussi important, et également important. Dans le concept, il faut les deux, et il faut que les deux questions soient traitées et résolues. Tablette ou fonction intégrée peut-être un jour nativement dans les applications de la DGAC. Il y a encore du boulot. Alors oui, mais bon, alors on était exactement, vous voyez votre réaction qui est tout à fait normale, c'est celle qu'on a eue des personnes de la DGAC qui nous ont pris sous leur aile à partir des années 2012-2013 et qui nous ont reçus et qui nous ont écoutés et qui nous ont dit bah, écoutez, vous vous engagez dans un projet de longue haleine. Et puis en 2017 à peu près, les GAFA sont allés voir Obama à l'époque, je crois, et on dit président, ça va pas, le patron de la FA, ça va pas du tout, ça fait 2 ans qu'on va le voir pour lui dire qu'on va livrer des pizzas dans Manhattan avec des drones, ça fait 2 ans qu'il nous écoute poliment et qu'il nous dit vous êtes des doux rêveurs. On n'est pas là pour vous dire qu'on vous demande une autorisation, on vous dit qu'on va le faire parce qu'il y a des milliards derrière, et vous avez intérêt à faire un système qui marche. Et là, le patron de la FA a été viré et on a changé de paradigme. C'est-à-dire que et il se trouve qu'on a les mêmes besoins quasiment que le drone ou l'appareil automatisé qui va cohabiter et traverser des espaces aériens contrôlés, ou d'ailleurs même des espaces encore en dessous des espaces aériens contrôlés, des espaces interdits, qui étaient la place de la Concorde par exemple. Ça veut dire que vous avez besoin de la DSB. On a besoin de la DSL ou de la DSB, on a besoin des remplaçants peut-être futurs de ces systèmes-là qui font qu'il y aura ce que le RSA a appelé de manière assez générique, high conspicuity, la visibilité informative et électronique. Et on a besoin qu'elle soit à double sens, parce qu'on a besoin de recevoir des ordres de commande et contrôle venant du système de navigation aérienne. Avez-vous trouvé les sous pour... Alors, on est aidé justement toujours par le paradigme des GAFAM, c'est qu'il y a cet impératif économique avec des millions potentiels de revenus derrière qui fait marcher le système, et nous on est juste comme ils appellent ça, un stakeholder, un partie prenante, avec un moyen quasi humanitaire qui on nous permet de revoir les spécifications et de mettre un petit peu notre grain de sel, mais à la marge. Donc on n'a pas besoin d'argent mais on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, c'est pas un projet capitalistique. Notre besoin est plus sur la partie, on s'est focalisé sur la partie pilote en faisant une hypothèse peut-être, c'est que la partie contrôleur sera traitée un jour mieux qu'avec une tablette sur un seul terrain par des drones et par des autres besoins. Et donc on se focalise sur le pilote. On a eu la chance de rencontrer des universités très dynamiques et des partenaires académiques et recherche très dynamiques qui ont eux-mêmes trouvé leur propre bourse et financement, CIFRE ou autres, pour financer leurs chercheurs qu'ils ont mis sur nos sujets. Donc là, on n'a rien eu à faire, c'était formidable. Et puis, on finance nos vols et nos déplacements, soit parce qu'on ne les fait pas payer, soit parce qu'il y a des éducations fiscales qui nous permettent de nous de revenus, et puis également par des fondations de mécénat qu'on a eu, de fondations d'entreprises qui nous ont donné un petit peu de sous pour payer. Et les plus grosses dépenses qu'on a eues d'ailleurs jusqu'à présent, ça a été des dépenses l'année dernière et puis on continue cette année avec un cabinet d'avocats pour les problèmes de propriété intellectuelle. Parce qu'on s'est aperçu qu'en discutant avec des industriels,
notre sujet étant intéressant et intéressant pour tout le monde, les industriels sont prêts à investir, veulent faire du mécénat en nature avec leurs ingénieurs pour les mettre sur nos sujets et déduire le salaire de ces ingénieurs de leurs bénéfices, de leurs revenus, de leurs impôts. Mais en échange, ils voulaient nous dire, bah, écoutez, vous allez venir aux réunions, vous allez nous expliquer tout ce qu'il faut faire, et puis nous, on va avoir la propriété intellectuelle de tout ça à la fin. Et nous, on va y arriver, c'est pas tellement pour avoir de l'argent avec, on s'en fiche, mais nous, ce qu'on veut pas, c'est que, et on en avait on est passé à 2 doigts de ça, c'est que l'entreprise dépose un brevet, mais on n'a pas assez de sous pour déposer des brevets, avec nos informations dedans, et nous disent, bon bah finalement ce projet est plus prioritaire, on le met au frigidaire, peut-être dans 10 ans on verra, et en attendant on vous interdit de travailler dessus, parce qu'on a breveté. Donc, on a arrêté un partenariat à cause de ça, on a pris notre argent qui nous servait à payer les frais de mission, de déplacement, pour payer un cabinet avocat maintenant, pour essayer d'avoir une vision plus claire des aspects de propriété intellectuelle. On ne veut pas nous faire de l'argent avec, mais on ne veut pas qu'on nous interdise de travailler dessus sous prétexte que l'entreprise qui a plus de sous aurait déposé un brevet avec nos idées. Merci.